Bonsoir à tous. Retenez bien ce chiffre effrayant. En Suisse, une femme meurt toutes les 2 semaines, victime de violences conjugales, insultes, humiliations, chantage, coups. La litanie des souffrances infligées dans le cadre du couple est infinie. Tout récemment, à Yverdon, Carole, une jeune maman de 3 enfants, a été tuée par son compagnon. Avant elle, Stacy, 26 ans, également d'Yverdon et maman d'un bébé, a été tuée par son mari après 2 ans de vie commune. Vous allez entendre le témoignage bouleversant de la maman de Stacy. Elle a accepté de partager son chagrin et sa révolte avec Marie Abbé et Cédric Louis, les auteurs de ce reportage, pour que l'on prenne conscience du fléau de la violence conjugale, pour que les choses changent. Les hommes aussi sont concernés, pas seulement parce que dans l'écrasante majorité des cas, ce sont eux les auteurs de violences. Il arrive aussi parfois qu'ils en soient des victimes et il est encore plus difficile pour eux de se faire entendre. Vous allez voir dans ce reportage comment la mécanique de la violence conjugale se met en place, glissant de la violence verbale au coup, au viol, à l'emprise totale marquée par la terreur et le chantage. Il y a des moments du couple où la menace est plus vive, grossesse et bien sûr séparation, une période particulièrement dangereuse. Mais il est possible aussi de sortir de ce cercle vicieux, de se libérer de la violence. Regardez. Elle me disait souvent, j'aimerais une maison avec un jardin zen. Quand elle est partie, je me suis dit, ta maison, je peux pas te faire une maison, mais je peux te faire ton jardin zen. Le compagnon de ma fille était vraiment quelqu'un de sympathique, d'agréable. Jamais on n'aurait pu penser qu'il pourrait faire du mal, même à un animal ou à qui que ce soit. Stacy a reçu 11 coups de couteau et 3 balles de l'arme de l'armée, du FAS 90. Ensuite, à 22h, il a pris l'arme. De nouveau, et il s'est tiré une balle. Il faut que ça s'arrête. Il faut que cette violence s'arrête. Yverdon. 3 ans après le drame, Mallory a décidé pour la première fois de témoigner. Pour que les choses changent, pour que sa fille aînée ne soit pas morte pour rien. Stacy avait 26 ans, elle était en couple depuis 5 ans. Les premiers temps, dans ma tête, je comptais le nombre de coups de couteau et j'entendais les cris dans ma tête. Et on se pose 15 millions de questions, oui. Et dont celle, combien de temps? Est-ce qu'elle a souffert? J'ai tenu à lire tout le dossier. J'avais besoin de comprendre. Et oui, elle a souffert, bien sûr. Ça a fait basculer une famille complète. Il y a quelques mois, toujours à Yverdon, c'était au tour de Carole, une mère de famille de 32 ans, de mourir sous les coups de son compagnon. Elle laisse des jumeaux de 8 ans et un petit garçon de 3 ans. Maître Gilleron, qui s'occupait de régler le divorce de Carole d'une précédente union, ne s'en est toujours pas remise. Tristesse, colère, culpabilité, les sentiments se mélangent, peut-être parce que, comme tant d'autres, elle s'est sentie impuissante. C'est un choc. Surtout, c'est dans les circonstances dans lesquelles elle a été... qu'elle a perdu la vie.
Oui, j'ai encore de la peine à dire tuer, c'est encore difficile. Et alors que j'avais des indices qui me permettaient de croire qu'elle était victime de violences conjugales depuis un certain temps, que j'avais abordé avec elle ces problèmes. Elle était totalement dans le déni, donc elle m'avait minimisé tout ce qu'elle pouvait, tout ce qu'elle vivait. Elle, bien sûr, elle excusait son compagnon. Enfin bref, voilà, elle est restée avec lui. Maître Giron n'était pas la seule à se faire du souci. Famille et amis avaient aussi remarqué les maltraitances. Il aurait fallu être aveugle et sourd pour ne pas s'inquiéter. La police est intervenue plusieurs fois au domicile de Carole sur des appels téléphoniques des voisins. Mais chaque fois, ils ont trouvé porte close. Enfin, ils ont sonné à la porte. Elle a jamais ouvert. Je sais qu'elle a ouvert une fois, mais elle avait dit « j'ai glissé dans mon bain ». Les statistiques sont impitoyables. En Suisse, toutes les 2 semaines, une femme est tuée par son partenaire. Aujourd'hui, une femme est donc plus en danger chez elle que dans la rue. Reste cette éternelle question, pourquoi ? Pourquoi certaines ont-elles, parfois pendant des années, accepté l'inacceptable ? Pourquoi ne sont-elles pas parties plus tôt ? La raison principale pour laquelle les gens ne partent pas, c'est ce qu'on appelle la relation d'emprise. C'est ce qui fait que déjà dans un premier temps, les victimes ne se rendent pas compte de ce qui leur est fait. Elles souffrent, mais elles ne comprennent pas pourquoi. Pour cette psychiatre, auteure d'un livre sur la question, il est essentiel de comprendre ces mécanismes qui permettent à la violence de s'installer et surtout de perdurer. Une des composantes de la relation d'emprise, c'est la manipulation, l'inversion des responsabilités. Donc dans un premier temps, quand les choses ne se passent pas bien, la victime a le sentiment quelque part que c'est de sa faute. Donc sa première réaction va être d'essayer de corriger son propre comportement. Et l'emprise va s'installer sur la durée. Et sournoisement, subtilement, les gens vont perdre leur repère et ne plus savoir ce qui est juste de ce qui ne l'est pas. J'ai toujours cru que c'était de ma faute, tout ce qui s'est passé. Si lui il était malade, c'était de ma faute. Si lui il était malheureux, c'était de ma faute. Si lui, ça n'allait pas bien dans son travail, c'était de ma faute. Tout ce qui allait mal dans mon mariage, tout était de ma faute. Dans ma tête, c'était comme ça. Yana a 20 ans lorsqu'elle rencontre son futur mari chez elle, au Brésil. Un notable valaisan qui lui promet une vie meilleure. La jeune femme, qui a grandi dans la rue entre misère et maltraitance, veut croire au conte de fées. C'était le prince charmant, je dirais même mon sauveur, parce que c'est lui. Lui me disait des choses que j'ai rêvé d'entendre. Il me faisait rêver. Il me disait qu'il m'aimait, il me disait des belles choses. Aujourd'hui, j'appelle ça des belles paroles. Car dès son arrivée en Suisse, le cauchemar commence et il va durer 20 ans. Yana se retrouve sous la coupe d'un homme qui prend plaisir à l'humilier et à la rabaisser, et qui contrôle ses faits et gestes en permanence. Avant d'être mariée, il m'a gardée presque 2 ans. J'étais enfermée. Alors les personnes que j'allais boire un café, c'est lui qui choisissait. Je devais manger qu'est-ce qu'il voulait, m'habiller comme lui voulait, sortir comme il voulait. J'étais sa chose. J'étais son jouet. Il avait besoin de vivre en écrasant quelqu'un. Et moi, j'étais vraiment la proie idéale. L'amour extraordinaire que j'avais pour lui, c'était ma plus grande faiblesse en fait. Pour moi, c'était inconcevable qu'en fait, il soit pas bienveillant avec moi et que tout ça soit comme une sorte de jeu. Nul besoin d'être émigré, pauvre et sans instruction pour être victime. La violence conjugale touche tous les milieux. Hautes études, super job, famille bourgeoise. Bénédicte est aussi devenue la proie d'un mari manipulateur.
L'emprise, c'est ce qui lui permettait en fait de m'enfermer, de me faire perdre mon identité, de m'enfermer dans son monde à lui. Et des fois, j'avais l'impression d'être un insecte dans une toile d'araignée, en fait. Et il y avait que lui qui décidait de là où je pouvais aller ou pas. Pour mieux tisser sa toile, toujours la même méthode. L'auteur doit d'abord isoler sa proie, de manière à devenir sa seule référence, son unique repère. Pour suivre son banquier de mari, Bénédicte devra quitter son pays, le Luxembourg. Un matin, il m'a appelé et il m'a dit « J'ai démissionné, c'est plus la peine d'essayer de m'appeler au boulot. On va venir habiter à Genève. » Ça m'a coupé brutalement de la vie que j'avais avant, parce qu'on est parti du jour au lendemain, en fait. Lui a tout prévu à l'avance, et du jour au lendemain, j'ai dû quitter l'appartement où on était et arriver ici où je connaissais personne. Toute ma vie, petit à petit, ça a été un cercle qui s'est fermé, pour n'être plus que notre cercle à nous. L'isolement, un moyen de prendre le contrôle sur l'autre, mais il y a aussi l'argent. L'argent est toujours un moyen de pouvoir. Il est donc très souvent au centre, comme moteur des relations de pouvoir dans le couple. Que la conjointe ait un salaire ou pas, ça a finalement assez peu d'importance. Puisque le pouvoir va être que la personne exerçant l'emprise gère tous les comptes. Ce qui lui est présenté comme un énorme sacrifice de sa part, en disant « mais je fais ça en plus de mon travail pour t'éviter les soucis. Parfois ça peut être plus incisif parce que de toute façon tu es incapable ou trop nul pour le faire. » J'avais pas de compte bancaire. Et le problème, c'est qu'il m'a mis dans une cage avec l'argent, en fait. Moi, je m'occupais de la famille, des enfants, etc. Et lui, de la partie administrative, financière et autres. Son message, c'était « T'es pas capable de tenir une maison, t'es pas capable d'assurer la partie financière. Moi, je sais, toi, tu sais rien. » J'avais des reproches tout le temps, mais en même temps, chaque fois, il y avait un processus mental qui faisait que je me disais « C'est ok. » Je lui trouvais des raisons. J'allais pas commencer à douter de la personne que j'aimais profondément et qui était censée m'aimer. Surtout que le mari de Bénédicte est assez pervers pour la dénigrer avec le sourire, l'air de ne pas y toucher. Yana, elle, avait droit aux insultes. « Tu es une mauvaise mère, tu es moche, tu es conne. » Il répétait souvent, parce qu'il savait que ça me faisait très mal. Il disait « Heureusement que j'ai la télé à la maison, parce qu'avec toi, j'apprends rien. » Des fois, quand je mettais un boucle d'oreille, j'adorais à cette époque des boucles d'oreilles quand j'étais plus jeune, créole. Lui me regardait, il disait, tu vois, tes boucles d'oreilles sont plus grandes que ton cerveau, tellement que t'es bête. C'était des mots, pour moi, c'était des coups de poing. Ça vous traumatise à vie. Et ça vous rend coupable de tout. Ça vous enlève l'estime de vous. Vous n'avez plus confiance en vous. Ça vous détruit à l'intérieur. Là où les gens ne voient pas, ça vous détruit. C'est une violence invisible. C'est la mortale. Elle vous pousse au suicide. Elle vous détruit, tout simplement. À l'intérieur, vous n'existez plus. Vous êtes effacé. Vous êtes rien. Il reste encore une espèce de fausse croyance que violence conjugale égale femme battue. Donc si on n'est pas battu et si on n'est pas femme, on ne se sent pas concerné. Alors qu'évidemment, autant des hommes que des femmes peuvent se sentir concernés et la violence conjugale ne commence pas à partir des coups. Des victimes comme Yana et Bénédicte, écrasées par le poids des mots, la psychothérapeute Béatrice Cortellini en reçoit tous les jours en consultation. Évidemment que la violence verbale ou la violence psychologique, qui sont les premiers stades, sont déjà extrêmement importants et peuvent être déjà extrêmement destructeurs. Et peut-être qu'on ne va pas identifier que ce qu'on vit, c'est déjà de la violence conjugale. Il y a d'abord eu des violences verbales, genre des vilains mots, connasse, tas de merde, tous ces noms d'oiseaux. Et puis j'ai fait le point dans ma poche en me disant ouais, mais c'était une erreur, quoi, c'est de parole, c'était rien. Monique, la soixantaine, est enseignante.
Et l'homme qui la traite de tas de merde est son nouveau compagnon, un pasteur de l'église protestante. Après les insultes, ce sera les coups, dont celui qui l'enverra à l'hôpital avec un bras cassé. 6 semaines plus tard, elle épousera quand même son fiancé. Tout était prêt. Tout était commandé. Les invités, les faire-part et... J'avais personne pour me dire « Maintenant, stop, pars, arrête ». J'avais bien une petite voix intérieure qui me disait « Ne le fais pas ». Je me suis dit « Non mais tu vas avoir le courage, tu dis non ». Et puis je ne l'ai pas fait. Une fois marié, le pasteur continuera de la frapper. Parfois Monique fait mine d'appeler le 117, ce qui le calme. Parfois elle se réfugie dans la voiture pour y passer la nuit. Reste que son homme n'est pas violent en permanence. Alors au fond d'elle, Monique espère toujours que ça va s'arrêter. Il s'excusait, il me disait « Non, ça se reproduira plus ». Il m'a même écrit des lettres en me disant « Recommençons à zéro, ma chérie, mon amour, je t'aime ». Et puis voilà, ça efface des tas de choses, même les pires. Cette ambivalence est typique de ce que les spécialistes appellent le cycle de la violence. Après les tensions, les coups, les « c'est pas ma faute, tu m'as énervé », vient le temps des promesses, des plus jamais. Cette phase qui va suivre, c'est ce qu'on appelle la phase de lune de miel, où en fait on y croit, on se refixe à quelque part des nouveaux objectifs, et puis tôt ou tard, des nouveaux conflits vont apparaître, et les phases vont peut-être s'accélérer, et les violences peuvent aussi à ce moment-là s'aggraver. C'est pour ça qu'à un moment donné, on parle plutôt de spirale de la violence, parce que ça va être toujours plus rapide et toujours plus fréquent, et voire même les phases vont être toujours plus courtes. Parfois, il y aura même plus de phases de lune de miel. Plusieurs fois, il s'est assis au salon, dans le fauteuil. Il a mis ses mains sur son visage. Presque en sanglotant, il a dit « Faut que j'arrête, faut que j'arrête. Tu vas te retrouver au cimetière ou à l'hôpital, et moi à Chandolon. » Il pouvait me donner des coups, disons, à 3h de l'après-midi, et à 5h, il me disait « Mais on peut aller faire l'amour ?» Vous dites « Mais il déraille !» Évidemment que je disais non. Mais je lui disais « Mais tu te rends compte ? Il y a quelques heures, tu me tapais dessus. » Et puis c'est tout. Et puis après, on passait à un état de vie normal. Et ça endort, ça anesthésie. Anesthésier l'autre, c'est bien l'effet recherché. La violence conjugale a ceci de particulier que l'auteur ne perd pas le contrôle. Au contraire, il le prend. Il y a un pouvoir qui est exercé, toujours par la même personne, sur la même personne. Il n'y a aucun équilibre, il y a un systématisme du déséquilibre. Le pouvoir fait violence parce qu'il ne laisse aucune place aux besoins, aux désirs et aux droits de l'autre. Un déséquilibre qui peut aussi s'exprimer jusque dans la sphère la plus intime d'un couple. Il me disait souvent, les femmes, elles sont là, juste pour lever les jambes, c'est tout. Et toi, t'es là pour ça aussi. Quand j'allais au lit avec mon mari, j'avais des larmes qui coulaient. Il lui dit, qu'est-ce que toi? Je dis rien. Je devais faire mon travail de femme. C'était comme ça pendant des années, que je sois malade ou pas. Plus tard, j'ai su que c'était un viol. Elle dit dormir encore avec la porte de sa chambre fermée à clé malgré l'expulsion de son mari. Il a continué à la frapper à la tête en lui disant qu'elle l'avait cherchée et qu'elle n'avait qu'à la boucler. Le lendemain, son compagnon lui a demandé si elle faisait toujours la gueule. Madame J relate que depuis son mariage, à la demande de son mari, elle se soumet à des sodomies. Madame J a dit à son mari qu'elle n'aimait pas cela et que cela lui faisait mal, mais il lui a répondu qu'il ne fallait pas s'étonner si les hommes allaient voir ailleurs.
Il y a encore un grand nombre qui ignorent que le viol conjugal, c'est bien un délit, c'est quelque chose qui existe, qui est condamnable. Et puis, nombreuses sont les victimes qui ne vont pas nous en parler. Alors ça, clairement, on va devoir leur poser la question, parce que certaines voient ça encore comme un devoir conjugal. Donc c'est pas évident à mettre en lumière ces éléments de contrainte. C'est ici, à l'unité de médecine des violences du CHUV, que travaille Valérie Azal. Un service unique en son genre, car on n'y soigne pas les blessures, on les documente. Le job de cette infirmière, rédiger un constat médico-légal suite à une agression. Un constat utile aux victimes, par exemple en cas de procédure pénale ou civile, ou juste pour leur permettre de se rappeler qu'elles n'ont pas rêvé. Dans les cas de violence conjugale, l'infirmière prend aussi en compte les maltraitances du passé. On va faire des photographies, on va décrire les lésions, mais on va aussi explorer, investiguer les autres types de violences, que ce soit psychologiques, sexuelles, financières. Et on va aussi aider le patient ou la patiente à les mettre en mots et à pouvoir finalement les formuler de façon à pouvoir être utilisés en justice pour se défendre. Son compagnon, qui tenait leur enfant dans ses bras, l'a saisie et tirée par les cheveux, l'a frappée d'un coup de poing sur la tête puis l'a poussée. Madame a chuté sur le dos au sol. Là, son compagnon l'a frappée de 2 ou 3 coups de pied au membre inférieur. Quand son compagnon la frappait alors qu'elle était enceinte, il lui disait qu'il voulait qu'elle perde le bébé. Son compagnon lui a reproché... En tant que telle, la violence conjugale n'existe pas dans le code pénal. Valérie Azal s'applique donc à mettre en mots des comportements qui sont des infractions. Injures, gifles, coups de poing, menaces de mort, contraintes, etc. Un job qui requiert des compétences particulières et de l'empathie. Quand on discute avec les victimes, elles consultent très rarement, je dirais, pour la première gifle. Les violences, y compris physiques, durent depuis très longtemps, de nombreuses années. Ce n'est pas le premier épisode. Il faut prendre le temps, il faut accueillir le patient et il faut être capable de l'entendre. Et pour l'entendre, il faut avoir été formé. Être prêt à entendre des récits qui sont, je dirais, quotidiennement difficiles. Il s'agit aussi d'être très attentif à certaines périodes stressantes dans la vie d'un couple, périodes qui favorisent le recours à la violence physique. On estime que pour 40% des femmes battues, les maltraitances ont commencé lorsqu'elles étaient enceintes. La grossesse est une période particulière où il va y avoir un changement, disons, dans les relations. Mais il y a d'autres périodes qui peuvent être aussi plus à risque. Ça peut être la naissance d'un enfant, mais surtout la séparation, quand la séparation est annoncée. Ça, c'est une période dangereuse. Les morts par violence conjugale, c'est souvent dans les moments de souhait de séparation. C'est un moment extrêmement délicat. Quand une personne dit « écoute, là, moi, j'en peux plus, je pars », elle n'est pas à l'abri, il faut faire très attention. Et s'il y a des personnes qui nous appellent ici, qui nous téléphonent en nous disant « voilà, j'ai le projet de partir, est-ce que je peux venir ?» Eh bien, on organise ce départ et on la rend très attentive à ce danger-là. À Lausanne, le centre Malais-Prairie est l'un de ces foyers qui accueillent 24 heures sur 24 des femmes qui ne savent pas où aller, faute de moyens financiers ou de proches sur lesquels compter. Mais pour sa directrice, accompagner le départ et héberger, ce n'est qu'une étape. Encore faut-il offrir aux victimes un véritable soutien thérapeutique. Les femmes qui arrivent au centre d'accueil ont un besoin très important d'être en sécurité, de pouvoir dormir, manger en sécurité, de ne plus vivre dans une peur constante, une terreur même de mort. Pour en avoir vu souvent arriver dans l'entrée, je dois dire que c'est l'état de choc qui domine. Des états de sidération, où, vraiment sans voix. Elles souffrent de stress post-traumatique et il faut le prendre en compte dans la prise en charge.
Quand on commence à les aider à comprendre le cycle de la violence, de comprendre quels sont leurs droits, qu'elles en ont et qu'il y a des avocats qui peuvent les défendre, eh bien elles recommencent à penser et à faire des projets et de faire des choix. Seul, c'est impossible qu'on s'en sort. S'il n'y avait pas l'association qui était là derrière, c'est possible que je serais peut-être morte. Ou lui mort. Bonjour, merci. La première fois que je viens chez vous, je ne pensais même pas quitter mon ex-mari. Parce qu'il m'a fallu quand même venir plusieurs fois pour comprendre qu'est-ce que j'ai vécu. On appelait ça la maltraitance. Parce qu'il m'a tellement dit que c'était normal, que c'était un couple parfait, que c'est les autres qui n'étaient pas normaux. Et nous, on était, voilà. Donc, j'avais besoin d'entendre plusieurs fois, je dirais même plus d'une année, d'entendre autre chose. Qu'est-ce que mon ex-mari mettait dans la tête pendant plus de 20 ans. Donc, c'était... On voit que quand les gens prennent contact avec nous, souvent c'est après un événement majeur qui s'est passé ou après une longue réflexion en se disant, bah voilà, aujourd'hui c'est trop, il faut qu'on fasse quelque chose, j'ai besoin d'aide. C'est une maturation comme ça qui se fait. Souvent, c'est la première fois que certaines personnes vont parler de certains actes, la première fois où ils vont lever le voile sur certains secrets, et c'est une étape importante. Vous avez, j'imagine, plusieurs témoignages. Ici, Yana a aussi trouvé une aide juridique, administrative et financière. Elle a même été reconnue victime au sens de la LAVI, la loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions. La société reconnaît donc officiellement les souffrances qu'elle a endurées. Une reconnaissance bienvenue pour celle qui avait en vain cherché de l'aide ailleurs, notamment auprès du curé de sa paroisse. Il m'a dit comme quoi j'étais en train de partir dans la dépression. Que ça arrive qu'un mari soit de mauvaise humeur, il a trop de travail, que je devais être plus patiente et tout le temps aller à l'église. Plus tard que j'ai essayé de parler des viols, il y a quelqu'un qui m'a dit « Vous étiez consentante parce que vous n'avez pas un couteau sur la gorge. » C'était un policier. Circuler, il n'y a rien à voir. Une attitude inacceptable. Aujourd'hui, les policiers valaisans sont formés à l'accueil des victimes de violences conjugales et à la tolérance zéro envers les auteurs. Car une société qui banalise, c'est forcément un facteur de risque. Dire que pendant des siècles, ce qui se passait à la maison, entre quatre murs, n'intéressait tout simplement personne. C'est vrai qu'avoir la main lourde n'était pendant longtemps pas un problème dans une société où le pouvoir était clairement de l'homme sur la femme et sur sa famille au sens plus large. Et c'est grâce effectivement au mouvement féministe que cela est devenu un sujet et c'est fort heureux. C'est désormais aux différents bureaux de l'égalité de coordonner la lutte, car la violence conjugale est enfin reconnue comme un problème de santé publique, ne serait-ce que par l'ampleur du phénomène. Il faut dire qu'une femme sur 5 connaîtra de la violence physique et ou sexuelle dans sa vie de couple. Depuis 2017, Isabelle Darbolet dispose enfin d'un budget pour se battre grâce à une nouvelle loi contre les violences conjugales que le Valais aura mis 10 ans à adopter. Certaines forces politiques pensent que ce qui se passe dans le cercle de la famille est purement privé et ne concerne pas l'État. Certaines personnes nient encore un peu le phénomène ou le sous-estiment ou imaginent que c'est seulement dans certaines catégories de la population, alors que l'on a un code pénal qui sanctionne certaines choses et que ce soit dans le cadre de la rue ou que ce soit dans le cadre de la maison, les mêmes choses doivent être sanctionnées. Aujourd'hui, c'est jour de séance pour la commission valaisanne contre les violences domestiques. Foyers d'accueil, associations d'aide aux victimes mais aussi aux auteurs, LAVI, police, justice, protection de l'enfance. Ici, chacun est conscient de l'urgence et de la nécessité de travailler en réseau. D'autant que si la violence conjugale fait mal, elle coûte aussi très cher.
Au niveau de la société, eh bien, ça va être des coûts tout simplement de santé pour soigner les personnes, ça va être des arrêts de travail, ça va être des conséquences très souvent à long terme, non seulement pour les victimes elles-mêmes, mais souvent pour l'entourage, pour les familles, pour les enfants. Et tout cela, eh bien, au final, est une facture pour la société, en plus évidemment de l'aspect moral. En Suisse, cette facture oscillerait entre 160 et 300 millions de francs par an, soit le budget d'une ville moyenne. Un montant largement sous-estimé selon les spécialistes. Lorsqu'un problème est reconnu de santé publique, il faut pouvoir faire de la prévention. Le Valais vient ainsi de lancer sa première campagne contre les violences conjugales. Mais malgré les efforts de sensibilisation et une réelle volonté politique, il reste encore tant à faire, en Valais comme ailleurs. Sentiment de honte, culpabilité, peur, il est toujours difficile de rompre le silence. Mais quand on est un homme victime, sortir de l'ombre, c'est presque mission impossible. Rémi, cadre dans le tertiaire et père de famille, a vécu l'enfer sans jamais oser en parler. J'ai jamais porté plainte. De toute façon, là, je pense pas que j'aurais été compris, ni écouté, ni entendu par la police. Je m'imaginais y aller, je m'imaginais les gendarmes ricaner. Ça me freinait. Enfin, j'avais pas du tout envie. C'était pas du tout une option que j'envisageais. Et pourtant, que la victime soit une femme ou un homme, les mécanismes de la violence sont les mêmes, tout comme les stratégies pour prendre le pouvoir. Rémi a vécu sous l'emprise d'une compagne qui ne se prive pas de l'insulter. Connard, pédé, enculé, fils de pute, pauvre type. Enfin, toutes les insultes possibles et imaginables. C'était l'objectif d'ailleurs, c'était de dénigrer, de m'affaiblir, de me maîtriser en quelque sorte. On commence par vous isoler de vos amis. Ils sont tous cons. Chaque fois que vous avez une sortie, vous savez que en rentrant, vous allez avoir environ 3 ou 4 jours de dispute. Donc vous finissez par refuser tous les repas. Donc finalement, vous restez cloisonné chez vous. Isolé. On vit un peu constamment dans la crainte, dans la peur. On rentre chez soi avant d'ouvrir la porte. On se demande « qu'est-ce qui va m'arriver ?» J'ai connu des violences physiques, notamment à l'arme blanche, et une tentative d'étranglement. J'ai réussi à m'enfuir de l'appartement en courant. Face à cette violence, et parce qu'il est un homme, Rémi se sent doublement pris au piège. J'avais peur de la repousser ou de me défendre et qu'elle tombe. Qu'elle se cogne ou qu'il lui arrive quelque chose de grave. Ça aurait été compliqué pour moi de justifier ou de prouver qu'en fait, j'étais la victime. C'est sûr que personne m'aurait cru. J'en suis persuadé. Longtemps, Rémi vivra emmuré dans la peur et le silence avant de trouver de l'aide. Pas top, hein. Nous sommes à Genève, dans les bureaux de Pharos, un lieu réservé aux hommes victimes de violences conjugales. L'an dernier, Serge Guinaud a reçu 110 hommes en thérapie, plus 420 appels à la permanence téléphonique. C'est dire qu'ici, Rémi se sent écouté et compris. La majorité, voire quasi la totalité des hommes que nous rencontrons ici ont vécu de la violence physique. Ce sont des hommes tout à fait ordinaires, comme Rémi, un homme ordinaire, autour de la quarantaine, en famille avec des enfants, classe sociale économique moyenne ou supérieure, enfin voilà, ordinaire. Ce qui caractérise les hommes victimes, c'est la honte, la peur, la culpabilité, de ne pas réussir à être un homme, réussir à gérer la situation. Les hommes brutalisés dans leur couple, un phénomène réel, mais encore difficile à chiffrer. Seule certitude, selon les statistiques de la police, en Suisse, 24% des victimes de violences conjugales sont des hommes.
qui se plaignent surtout de maltraitance psychologique. Mais combien sont-ils, comme Rémi, à ne pas oser porter plainte? Grâce au soutien de Pharos, lui a quand même réussi à se reconstruire et à prendre ses distances avec son ex-compagne. Je communique le minimum. Je communique uniquement en ce qui concerne l'enfant, par message. Et j'essaie de mettre un cadre à notre relation, histoire d'être le moins vulnérable possible. J'ai été victime, aujourd'hui je ne le suis plus. Salope, alors salope, pas le courage de répondre. Saloperie, viens chercher l'aquarium et les meubles des enfants, merde que tu es. Donne congé à ton appartement, demain tu seras aux poursuites. Et je suis certain que tu ignores pourquoi. Va te faire foutre, ciao la merde. Tu es trop conne, pauvre merde, sous-merde. Brute, minable, inculte, dangereuse et surtout moche, la hure. Parfois, rien ne semble arrêter le conjoint, ni le divorce, ni même la peur de l'uniforme. Au début de notre séparation, je pensais que c'était de la colère et je me suis dit, bon bah ok, il va s'arrêter, il va se fatiguer. Mais il se fatiguait jamais. Au quotidien, on se sent observé, traqué. Il s'en est pris à mon entourage, à ma famille, à mes enfants, à mes amis, à mon travail. C'est presque de la persécution. Karine est assistante de police à Saint-Maurice et pendant 7 ans, la Valaisanne a été victime de stalking, autrement dit de harcèlement obsessionnel. Comme arme de destruction massive, son ex-mari utilise surtout les réseaux sociaux et le téléphone portable. Il la bombarde de centaines d'appels et de messages d'insultes, surtout ne jamais répondre, même si c'est dur. Espèce de sous-merde, sous-merde, gros caca, grosse truie, va chier, grosse truie, grosse porque, laide, totalement imbaisable, connasse, sous-merde, imbécile, crève. Le moindre faux pas, tu seras en tôle. Je pense que tous ces mots font plus mal qu'une bonne claque. Parce que c'est tellement tout le temps, que finalement, on comprend pas, puis on se dit, est-ce que finalement il a raison dans ce qu'il me dit? Est-ce que j'ai mérité ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Et du coup, je savais plus, je doutais de tout. Je me croyais capable de plus rien. C'était un cauchemar. On pourrait penser qu'il suffit de changer de numéro, d'éteindre son portable. Pas si simple. T'as qu'à éteindre ton attel quand on rallume et puis qu'il y a 50 messages, 25 appels en absence, 35 inbox. Oui, c'est dur à vivre. Quand le matin on commence la journée en voyant ça, on disait mais quelle haine il a contre moi. Dès que je répondais pas à plusieurs appels, il appelait la police en disant qu'il sentait que les enfants étaient en danger ou qu'ils étaient maltraités. Donc eux, ils étaient obligés de venir contrôler et ils arrivaient chez moi. Et moi, j'étais très mal à l'aise vis-à-vis de mes collègues. À cela s'ajoutent des menaces de mort. Alors régulièrement, Karine porte plainte pour harcèlement. Mais les condamnations avec sursis ne freinent pas son ex-mari. Il faudra l'aide d'un avocat de la Lavie pour qu'il soit condamné à payer 18 150 francs sous peine de faire 240 jours de prison ferme. Aujourd'hui, Karine est enfin libérée. Elle a repris goût à la vie, aussi grâce à la pâtisserie, enfin au cake design, c'est sa gâteauthérapie. Quand j'arrive au bout d'un gâteau, je dis, tu vois, je suis pas nulle. J'arrive quand même à faire quelque chose. Je m'étonne de ce que j'arrive à faire, toujours plus. Ça me fait, pendant que je fais ça, j'oublie tous mes soucis et j'ai vraiment du plaisir. Il y a mes enfants qui participent aussi et c'est sympa.
Car ces enfants aussi ont besoin de douceur. Ils ont dû être suivis par un pédopsychiatre. Leur père a désormais l'interdiction de les approcher tant qu'il ne se fera pas soigner. Retour à Malais-Prairie. Ici aussi, on prend en compte les traumatismes des enfants. Fini l'époque où ils étaient considérés comme de simples bagages accompagnés. Les spécialistes les traitent désormais comme des victimes à part entière, une réalité que certaines mamans préfèrent encore occulter. Très très souvent, on entend « mais il dormait ». Il était dans son lit, il était dans la chambre, il n'a pas vu. Alors que quand on parle avec les enfants, ils disent « mais oui, j'étais dans la chambre, mais je me cachais sous la couette, tellement j'avais peur. » Et puis ça recommençait tout le temps, et il ne s'arrêtait pas. Donc maintenant, on s'est rendu compte que les enfants, ils sont toujours victimes, aussi. Même s'ils n'ont pas eux-mêmes été frappés, ils sont reconnus victimes psychologiquement, ça c'est certain. Mais certains minimisent pourtant encore cette souffrance. Victime d'un mari manipulateur qui l'a tenue en cage, Bénédicte s'est sortie de cette relation toxique. Elle se bat aujourd'hui pour ses filles, pour que la société reconnaisse les effets dévastateurs de la maltraitance psychologique. Ça fait partie des dommages collatéraux, on va dire, parce qu'à la base, je suis la proie. Mais au final, nos enfants deviennent des victimes, avec une emprise presque encore plus forte. Parce qu'il y a le côté « c'est mon père ». Je sais en plus qu'aujourd'hui elles sont marquées au fer rouge. Et c'est ça mon angoisse en fait. Que demain elles soient attirées par un homme qui se comporte comme ça avec elles. Parce que finalement, même si elles en ont souffert, elles retombent dans ce schéma-là parce qu'elles connaissent. Bénédicte a bien raison de s'inquiéter, car le risque est réel. Souvent, on peut repérer dans la vie des victimes, comme des auteurs, que dans l'enfance, il y a eu un contexte de violence et qu'ils ont appris ce comportement, soit de victimes, de se mettre en retrait, soit d'auteurs et de terroriser tout le monde. Donc, on va vraiment les accompagner pour leur permettre de retrouver leur vie d'enfant et de comprendre que c'est pas normal ce qui s'est passé, que c'est inadmissible et que dans leur vie d'adulte, ça soit intégré, qu'ils aient compris que c'était pas normal et qu'ils recommencent pas ce cycle-là. Mais pour aider les victimes et stopper le cercle infernal, il faut aussi prendre en charge les auteurs. À Malais-Prairie, c'est ce que l'on fait depuis bientôt 3 ans. On est convaincu que la violence conjugale doit être prise en charge d'une manière globale, intégrée. Et que d'aider les victimes, c'est essentiel, qu'elles soient en sécurité, c'est essentiel, mais qu'il y ait un accompagnement des auteurs de violences sur la prise de conscience que leur comportement n'est pas normal et qu'il y a une possibilité de le modifier et qu'il y a un travail à faire avec eux et de les accompagner d'une manière tout à fait professionnelle. Aujourd'hui, seuls les auteurs expulsés du domicile conjugal doivent se soumettre au minimum à un entretien avec un thérapeute. Enfin, et encore, cela dépend des cantons. Mais qu'en est-il des autres, de tous les autres, de ceux qui, comme l'ex-mari de Monique, ne voient pas le problème? Un pasteur, ça peut être que gentil. Ça peut pas être violent. Aujourd'hui, il n'a toujours pas admis les faits. C'était moi la méchante, c'était moi la malade mentale, psychiatriquement atteinte. Il dit qu'il n'est pas coupable, donc il est toujours dans le déni. Le pasteur a pourtant été reconnu coupable par la justice et n'a pas fait recours. Il a été condamné à une peine pécuniaire de 60 jours amende pour injure et lésions corporelles simples. Le juste prix pour tant de souffrance? Il s'en est bien sorti. Mais c'est pas ce qui importe. Ce qui importe, c'était le principe qu'il soit condamné et que ma souffrance que j'ai vécue, les actes de violence soient reconnus. La condamnation, une étape importante mais qui n'efface pas tout. Divorcée depuis 2 ans, Monique est encore fragile. S'engager pour la cause des femmes, c'est sa manière à elle de se reconstruire.
Retour à Yverdon. Cela fait 3 ans que Stécie, la fille de Mallory, a été tuée par son compagnon qui s'est ensuite suicidé. Le temps passe, mais la douleur reste intacte, tout comme la colère. J'ai beaucoup de chance dans le sens que il est plus là. Je pense pas que je pourrais avancer si facilement si je pensais qu'il était encore en prison. J'ai une chance d'un côté. C'est que je sais qu'il recommencera plus jamais. Il touchera plus jamais une autre fille. J'étais choquée, fâchée, bouleversée, parce que quand vous lisez les rapports et que tout le monde dit la même chose, ce soir-là, on a entendu des cris, des meubles se déplacer, des coups de feu. Et quand la police demande à ces 4 personnes, 4 locataires, « Mais pourquoi vous nous avez pas téléphoné? Pourquoi vous n'avez rien fait ?» Les 4 personnes ont répondu que c'était pas leur problème. Voilà. Les violences domestiques, on peut dire que c'est le pain quotidien des policiers. On est à pratiquement une intervention par jour en matière de violences domestiques. Donc c'est dire si c'est un phénomène de société c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de tout un chacun. Et le message de prévention, c'est de dire mieux vaut un appel de trop qu'un appel de pas assez. Donc encore une fois, on arrive à la tolérance zéro dans ce domaine-là. C'est dès qu'on a un soupçon de violence domestique, si on hésite, mieux vaut appeler que de ne pas le faire. Personne ne peut plus aider Carole, cette mère de famille d'Yverdon tuée l'an dernier. Son avocate ignore si son conjoint sera inculpé de meurtre ou d'assassinat. Il risque entre 5 ans de prison et la perpétuité. Mais au-delà de ce drame, Maître Giéron plaide pour une meilleure compréhension de la violence conjugale et pour plus d'empathie envers les victimes, y compris de la part des professionnels. À mon sens, il y a un manque de formation interne, que ça soit à la police, premier échelon, et puis également, je dirais, au niveau des ministères publics. Alors, on progresse. Je ne vais pas dire que je dois quand même constater une certaine progression depuis que je pratique mon métier, mais on peut faire mieux. C'est aussi à la société de réagir, parce que dans la société, en général, les violences sont banalisées. Il faut faire ce devoir d'éducation. Vous êtes de la nouvelle génération. Faire mieux, éduquer et parler de violences conjugales, y compris avec les plus jeunes, à Genève, c'est désormais une réalité. C'est important de pouvoir sensibiliser les jeunes couples toujours plus tôt. Les jeunes couples, ils sont en train de construire leur personnalité, ils sont en train de trouver aussi des repères dans leur histoire. Qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se fait pas? Est-ce qu'on respecte l'autre? À quel moment est-ce qu'on ne le respecte plus? Quand est-ce que c'est du jeu et quand est-ce que ça devient de la violence et l'emprise sur l'autre? Première question, la violence en couple commence avec le premier coup. Non, parce que la violence, elle peut être verbale, comme l'autre couple l'a dit. Oui. Et il peut rabaisser l'autre personne. Il peut y avoir pas seulement de la violence verbale, mais on peut aussi être rabaissé avant le premier coup. Ouais. Moi, je me battais des fois avec mon copain, c'est pour rigoler. Le contrôle des SMS est une preuve d'amour. Vrai ou faux? Non, c'est pas une preuve d'amour. Non, je suis pas d'accord. Preuve d'amour, non, c'est une preuve de jalousie. Empêcher de voir des amis est déjà de la violence. Il y a une fois, il lui dit ouais, j'ai pas envie que tu les vois aujourd'hui parce que j'ai envie que tu passes du temps avec moi ou quelque chose comme ça. Ça, c'est pas de la violence. Genre, s'il lui dit ouais, si tu sors, je vais te frapper, là, on trouve que c'est de la violence. Mais sinon, non. 10 messages. Depuis le début de l'année, Béatrice Cortellini et Serge Guinaud multiplient les interventions dans les classes genevoises. Objectif: donner aux jeunes les moyens de réagir, qu'ils soient témoins ou victimes de violences conjugales. Car les chiffres sont inquiétants.
Selon une étude neuchâteloise, 40% des jeunes de cet âge sont en couple. Et parmi eux, 60% ont déjà vécu de la violence psychologique, physique ou sexuelle dans leurs relations. La recherche avait aussi mis en lumière qu'il y a beaucoup de banalisation d'actes de violence psychologique ou physique qui sont finalement banalisés. D'où l'importance de les sensibiliser. Un des mots-clés, c'est au moment où il y a un ressenti. Et à partir du moment où il y a un ressenti désagréable ou de peur ou d'anxiété, le jeune doit se poser des questions, puisqu'une relation amoureuse ne devrait pas provoquer ni de peur ni d'anxiété. Faire confiance à son ressenti, ce message aurait pu aider Yana, elle qui a vécu 20 ans dans la peur et l'anxiété. Aujourd'hui, elle a mis des mots sur sa douleur et découvert l'écriture. Elle a aussi fondé une association d'aide aux victimes de violences conjugales. Malgré les séquelles et les difficultés financières, Yana est désormais une femme debout. Je suis libre comme l'eau qui coule dans un ruisseau, libre comme un aigle hors d'une cage, dans un monde où certains n'ont pas compris la douleur d'une vie. J'ai pu m'exprimer, j'ai pu à travers mon histoire aider d'autres personnes. Je vois les choses différemment. Je sais qui je suis, qu'est-ce que je veux. Je sais que je ne suis pas bête. Je sais que je suis une femme intelligente. Je suis fière de moi parce que avant, je n'étais pas effacée, j'étais morte. Maintenant, je suis vivante. Maintenant, je vis. Alors, dans quelle mesure le fléau de la violence conjugale est-il une affaire d'éducation des jeunes hommes et des jeunes femmes? Est-ce que les comportements au sein des couples sont en train de changer vers plus de violence, moins de respect? Pour poursuivre la réflexion sur la violence conjugale, nous vous proposerons, à la veille de la grève des femmes, le 14 juin prochain, une enquête sur le retour du machisme, en particulier chez les adolescents. Et puis, l'anniversaire de Temps Présent approche, notre 50e. À cette occasion, ne manquez pas le programme du festival Vision du Réel qui démarre dès ce soir à Nyon et à Gland pour 9 jours. Ce beau festival fête également son demi-siècle et diffusera en salle plusieurs anciens reportages de Temps Présent, parmi une riche programmation. Excellente soirée à vous tous, très belle semaine et à bientôt.